Fidèles téléspectateurs, vous êtes le bienvenu à votre émission Caribou Environnement. Aujourd'hui, nous allons parler de la forêt et le changement climatique pour le développement en République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, nous allons recevoir les acteurs de la société civile, défenseurs des droits des communautés locales et peuples autochtones. Nous avons Adrien Sinafassi, le coordonnateur national de la dynamique des groupes et des peuples autochtones au niveau de la République démocratique du Congo. À son côté, nous avons Patrick Saïdi Emedi, qui est chargé de la planification et des relations de la dynamique des groupes des peuples autochtones, toujours au niveau de la République démocratique du Congo. Bonjour à tous. Bonjour. Première question, M. Adrien, parce qu'on parle de la forêt, pourquoi portez-vous beaucoup plus d'importance sur la forêt? Pour ce qui est de la République démocratique du Congo, prenez seulement la partie ou la portion de la population qui dépend des forêts. C'est énorme. Les estimations vont jusqu'à 40 millions de Congolais qui dépendent, soit directement, soit indirectement, de la forêt pour leur subsistance. Alors, vous comprenez que sur 60 millions de Congolais, s'il y a déjà 40 millions, donc c'est énorme. Donc la forêt, pour les Congolais, pour le peuple congolais, est vitale. Donc c'est un espace vital. Il y a cette question, la dynamique du groupe des peuples autochtones au niveau de la République démocratique du Congo. Vous voulez quoi en fait? L'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut déjà sauvegarder les acquis qu'ont déjà ces peuples en termes de préservation des forêts, des pratiques traditionnelles. Non seulement ça, donc vous verrez même objectif au niveau de voir comment on peut rétribuer à ces peuples-là le titre des gardiens des forêts par excellence, parce qu'ils ont si gardé les forêts pendant longtemps. Comment est-ce qu'ils peuvent être aussi, non seulement on voit un titre attribué, mais qu'il y a aussi des rétributions en termes c'est-à-dire les attributions ou les fonds qu'on peut avoir ou les bénéfices en termes de services environnementaux que ces peuples ont rendus à l'humanité pendant des années. Donc il y a aussi ces problèmes-là et comment est-ce qu'on peut prendre en compte maintenant leurs mécanismes, leur façon de faire, de protéger la forêt dans le cadre des mécanismes RED ou dans le cadre des débats sur le changement climatique. Parce qu'il détient un savoir, mais si on peut le capitaliser, moi je crois que ça fait partie peut-être des voies ou des solutions que peuvent apporter ces peuples sur les débats dans les changements climatiques. Est-ce qu'il n'y a pas de risque à ce niveau? Parce qu'on risque d'avoir des promesses ici et pas de concrétisation. Quel est alors votre point de vue pour ça? Ces risques sont réels et curieusement, ces risques ont été évoqués plusieurs fois par plusieurs intervenants et parmi eux les officiels. Des officiels qui disaient, voilà, nous avons eu un forum ici à Kinshasa, on a pris des résolutions et des recommandations et certains, puisqu'il y avait des partenaires, des bailleurs de fonds, des partenaires de la qui ont pris des engagements, Banque mondiale, voilà, Norvège même, et les autres. Voilà, qui ont pris des engagements publiquement que non, ils vont accompagner, ils vont appuyer le processus. C'est-à-dire qu'ils vont donner les fonds. Concrètement, c'est ça. Mais on ne connaît pas encore les montants de ces fonds-là. Mais on ne connaît pas les montants de ces fonds, pas encore, oui. Et puis, on dirait qu'il n'y a pas, donc en considérant seulement l'exemple de, puisqu'ils ont cité Copenhague et Cancun, beaucoup d'officiels craignaient, bon, ils ont exprimé cela, quoi, la crainte que la conférence ou bien le forum de Kinshasa ne ressemble à la conférence de Copenhague et à celle de Cancun en termes de promesses non tenues, d'engagements non respectés. Et bon, alors, ça, ce sont des craintes. Mais je crois que le souhait, c'est que ces craintes-là ne se concrétisent pas. Il faut que ça reste des craintes, mais que la réalité soit tout autre. Patrick, votre point de vue, s'il vous plaît. Donc, il y a des craintes comme mais peut-être un point positif pour la RDC, c'est le fait d'avoir réuni tous ces partenaires ou tous ces bailleurs de fonds à lui seul, à Kinshasa. C'est vraiment un point positif, mais cela ne suffit pas déjà pour dire que ces fonds seront disponibles en RDC. Parce que vous savez que les débats au niveau international sont basés sur beaucoup de mécanismes, beaucoup de préalables, et c'est ce qui bloque en fait les discussions.
Or que pour que les fonds soient décaissés, il faut qu'il y ait des standards internationaux auxquels les pays doivent s'uniformiser ou en fait s'identifier à ces standards-là. C'est ce qui fait que le processus est bloqué. C'est ce qui fait que les fonds qui doivent être décaissés ne le sont pas. Ils sont promis, ce sont des millions, des milliards. On a été à Copenhague, on a parlé déjà de 10 milliards qui devraient être disponibilisés. Chaque année. Mais aujourd'hui, je vous dirais, il n'y a même pas encore un milliard qui est déjà venu. Dans notre pays, on a le processus RED, il y a des mécanismes, il y a toute une équipe, il y a une coordination qui est là. Mais jusqu'à aujourd'hui, si on va en termes de mobilisation des fonds, la coordination qui est l'organe technique et qui devrait jouer ce rôle-là, de mobiliser les fonds pour le gouvernement, au compte du gouvernement, pour la RDC, pour sa forêt. Mais on se rend compte que ça piétine, quoi. Et le peu défaut qui est là, en termes de décaissement, c'est toujours un peu... c'est toujours compliqué. Alors, quand les milliards viendront, on ne sait pas. Fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de parler du forum concernant la forêt et les questions du changement climatique et comment on peut développer la République démocratique du Congo uniquement qu'avec les forêts parce que le pays est le deuxième massif forestier avec 145 millions d'hectares de superficie de forêts ici en République démocratique du Congo. Vous allez suivre maintenant le discours du vice-premier ministre Koya Diallo concernant la vision et l'engagement de la République démocratique du Congo. Suivez. Comment avez-vous reçu les discours du vice-premier ministre? Comment on a reçu ça? D'abord, il faut noter que c'était le discours du chef de l'État. Donc, le vice-premier ministre a parlé au nom du chef de l'État, comme représentant spécial du chef de l'État. Donc, pour nous, tout ce qu'il a dit, l'engagement qui a été pris, c'est pour nous une implication personnelle du chef de l'État, ce qui est déjà une bonne chose. Alors, maintenant, le représentant spécial du chef de l'État parle du pays comme ayant beaucoup de besoins en termes de développement et que l'une des ressources importantes serait celle qui proviendrait des forêts, donc les ressources forestières. Et voilà qui touche justement au nœud du problème. Donc, tout ce qu'on veut, comme point de départ, c'est déjà ça. Si les hautes autorités du pays reconnaissent que nos forêts ne sont pas des choses à prendre à la légère, que ça constitue des ressources immenses et qu'elles peuvent contribuer de façon substantielle au développement du pays, c'est déjà une très bonne chose. Cette prise de conscience déjà. Et ce n'est pas n'importe quel développement. Ici, nous parlons de développement vert. Et comment se traduit le développement vert? Oui, mais le développement vert, c'est le développement qui nous évite ce que les pays occidentaux ont fait. Ils ont fait un développement, mais en polluant l'atmosphère, en polluant le sol, en polluant les eaux. Si bien que, à cause de cela, la vie est devenue très difficile à vivre sur la Terre. Donc la Terre se réchauffe. Donc le réchauffement climatique, qui a comme conséquence des perturbations dans tous les sens. Vous voyez les inondations, les sécheresses, tout ça c'est le résultat des activités humaines tendant vers le développement, mais un développement qui était plus basé sur des énergies fossiles. Alors, maintenant le développement vert, c'est ce qui évite tout ça. Donc, où on peut développer des sources d'énergie propres qui ne polluent pas, comme les énergies hydroélectriques, éoliennes, comme vous dites. On utilise le vent, le soleil, tout ça, ce sont des sources d'énergie on peut capitaliser. Alors, donc, si déjà les autorités nous parlent de ce développement vert, donc pour nous, c'est déjà une bonne chose. Maintenant,
nous attendons que cela se matérialise, puisque la population n'attend que ça. Donc que les discours soient accompagnés d'actions concrètes. Et je crois qu'on va peut-être revenir à cela. Au niveau de la DGPA, on n'a pas attendu que cette opportunité passe comme ça. Ça coïncidait avec ce qu'on préparait déjà et nous avons dit, voilà une opportunité. Nous allons revenir et passer le micro à Patrick. Voilà. Nous voulons un peu savoir votre point de vue sur le discours du représentant personnel du chef de l'État. Donc, c'est un discours d'espoir. Donc, tout à l'heure, on parlait du développement vert, mais laisse-moi vous dire, il y a 50 ans, on parlait déjà que la forêt elle-même était déjà un frein pour le développement. On s'est demandé comment les pays forestiers pouvaient déjà se développer à l'époque, parce qu'il fallait couper, dévaster la forêt pour construire, en fait. Et puis là, on s'est demandé comment est-ce qu'on pouvait faire les voies routières. Mais aujourd'hui, 50 ans après, on voit que l'unique alternative qu'a des pays forestiers comme nous, c'est la forêt. Donc c'est vraiment un virement total, à 90%. Mais l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut maintenant utiliser la forêt d'une manière rationnelle. Donc c'est ce que le cordon dit, le développement vert. Mais dans le développement vert, ce qu'on doit savoir, c'est vraiment un processus. Parce que tout à l'heure, là, on a parlé des mécanismes d'adaptation. Donc on a parlé comment est-ce qu'on peut tendre vers les énergies renouvelables. Mais l'idée, c'est un processus. Et je crois comme le pays vient de s'inscrire dans ce processus-là, comme on a aussi besoin des infrastructures, on voit les chantiers, on voit les choses qui sont en train de se faire. Mais l'idée, c'est de voir comment est-ce que ça peut se faire dans les normes. Parce que si on a besoin des fonds sur le changement climatique, on est appelé à respecter les normes qui sont établies. On est appelé à respecter les systèmes de régulation qui sont déjà mis en place. Si on veut aller vers le développement vert, et en aval, si on veut avoir les fonds sur le changement climatique. C'est de voir comment est-ce qu'on peut se développer, mais tout en contrôlant notre développement. Quand vous demandez à des peuples autochtones, nous avons les cartes de qui sont là derrière nous, les peuples qui sont habitués à vivre dans la forêt et à vivre avec des ressources vraiment naturelles, vous leur demandez de ne pas couper les forêts. Vous croyez que c'est comment? Parce que vous avez dit que la récompense sur l'arrêt est basée sur les efforts. Les efforts, si les communautés arrivent à réduire leurs émissions et en fonction de ça, vous allez leur donner les fonds. Mais aussi longtemps que les mêmes communautés ont préservé la forêt. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion là-dedans? Donc on m'a demandé aux communautés qui ont préservé la forêt de continuer à la préserver. Donc en ce qui concerne les peuples autochtones, ça c'est totalement naturel, donc on n'a même pas à le demander. Parce que comme on a parlé déjà de l'utilisation rationnelle qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Mais notre bataille comme de GPA, c'est de voir comment est-ce qu'on peut préserver maintenant cela. Parce qu'il y a maintenant l'influence de la culture extérieure à la culture des peuples autochtones, notamment la culture de nous, Bantous, qui influençons maintenant le mode de vie et la façon de faire des peuples autochtones. Donc notre bataille, c'est de voir comment est-ce qu'on peut limiter cette influence-là. Et aujourd'hui, on parle de la mondialisation. Donc notre travail, ce n'est pas de dire aux peuples autochtones de ne pas se développer, mais le souci, comment est-ce que cela peut se faire tout en respectant leur clip, c'est-à-dire leur consentement. Est-ce qu'ils ont consenti au mode de développement qu'on est en train de leur imposer? Donc c'est ça, en fait, les enjeux, quoi. Mais Adrien, parce que vous avez évoqué que DGPA n'a pas attendu que les forums de haut niveau passent des jours et des jours. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez préparé quoi? Parce qu'il semble que les peuples autochtones aussi se mobilisent pour faire attendre leur voix. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, la question, qu'est-ce que nous voulons? Nous avons préparé quoi? Nous avons préparé un autre forum. Un forum national sur les peuples autochtones. Sur les peuples autochtones? Ouais. Pour lever vos voix? Oui, et vous effectivement. Voulez quoi? Et quel est le message que vous avez? Le message que nous avons, c'est d'abord un message de conscientisation du peuple congolais, des autorités congolaises, sur la situation dramatique, je dis bien dramatique, les conditions dramatiques dans lesquelles les peuples autochtones vivent, donc les communautés autochtones vivent. Et nous sommes là au XXIe siècle. Si on vous donne en détail, peut-être que vous aurez le temps d'être au forum en question, en détail la situation que vivent
les peuples autochtones, les communautés autochtones à travers les pays, vous verrez que c'est scandaleux parfois. Donc, il y a des endroits où il y a une discrimination, une ségrégation telle que un pygmée ne peut pas manger avec un non-pygmée, ne peut pas se marier à un non-pygmée, ne peut pas... Donc tu vois que c'est inacceptable en ce 21e siècle. Au moment où nous avons décrié cela, quand les Blancs, donc les Occidentaux faisaient ça avec les Africains. On a décrié ça, comment on peut séparer les humains. Mais maintenant, 50 ans après le départ des Occidentaux, on voit que ça continue dans certains pays. Alors, les peuples autochtones ont voulu profiter de ces forums pour lever la voix, donc pour montrer que ça ne doit pas continuer. Et là, c'est une interpellation. On voudrait vraiment interpeller les plus hautes autorités du pays et en premier lieu le chef de l'État lui-même pour que cette question soit vraiment au centre de l'action du chef de l'État et de l'action gouvernementale. Donc, ça ne sert à rien de se voiler la face en faisant semblant que tout va bien, que les gens cohabitent bien. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de troubles. C'est parce que ces peuples-là, les peuples autochtones, sont des peuples pacifiques. Ils ne veulent pas réclamer leurs droits par de guerre. Et c'est pour cette raison qu'il est temps que la situation soit portée à la connaissance du grand public et que les gens puissent voir comment, disons les autorités du pays, puissent voir comment on peut protéger ces peuples, donc la protection de ces peuples. Comment on peut les promouvoir, donc la promotion et la reconnaissance de leurs droits sur les terres qu'ils occupent traditionnellement, sur voilà, tout cela. Donc c'est un peu en résumé le gros qui va constituer la matière, le contenu du forum national qu'on organise. Fidèles téléspectateurs, les peuples autochtones réclament aujourd'hui la sécurisation de leurs droits. Il semble qu'ils se sentent en danger parce qu'ils ne sont pas protégés et ils veulent une protection exceptionnelle de la part du chef de l'État. Patrick, nous voulons un peu savoir, sur le plan international, il y a quand même des lois qui sont régies pour la protection des peuples autochtones. Quelle est la situation au niveau du pays? Est-ce qu'il y a cette loi-là ou c'est comment? Ok, donc il y a des lois au niveau international qui se trouvent dans différents instruments juridiques, tels que vous l'avez dit. Notamment, il y a la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Une déclaration qui a été signée d'ailleurs par notre pays. C'est une façon de reconnaître déjà qu'en RDC, on a au moins un peuple qu'on peut appeler d'une manière particulière autochtones, de par leur mode de vie, de par leur culture, de par leur histoire. Parce qu'il y a toujours ces débats qui est autochtone, qui ne l'est pas. Donc là, nous parlons bien des pygmées pour que nous puissions bien les identifier. À part ça, on a par exemple aussi l'instrument de l'OIT, donc c'est la Convention 169. Ça, vraiment, c'est vraiment une convention dans laquelle on trouve des véritables mesures, des véritables lois qui peuvent nous aider aujourd'hui à protéger les peuples autochtones pygmées dont nous parlons. Mais vous trouverez sur le plan international, parce que vous avez demandé la situation, en Afrique, il n'y a que la République centrafricaine qui a déjà ratifié la convention. Bon, d'autres pays tardent encore. Et cela fait même partie des objectifs de notre forum. Aujourd'hui, comment amener les acteurs politiques, comment amener les décideurs, au fait, de la RDC vers cette ratification pour le bien-être des peuples autochtones. À part ça, au Congo-Brazza, tout récemment ici, donc ils ont déjà une loi nationale qui comporte plusieurs clauses, plusieurs droits, qui protègent aujourd'hui les peuples autochtones et qui reconnaît leurs droits sur les ressources et sur les terres qu'ils ont si occupées pendant des temps immémoriaux. Donc voilà, c'est ça notre bataille, comme l'a dit Cordon. Si le forum de haut niveau sur le changement climatique a aidé la RDC à mobiliser les bailleurs de fonds, pour nous aussi on s'est dit, ce forum national va nous aider à mobiliser les acteurs politiques pour s'impliquer plus sur la question autochtone. Donc c'est un forum qui est organisé sous les hauts patronages du chef de l'État lui-même. Ouais. Comme on a parlé qu'on veut mobiliser les acteurs politiques, que c'est lui au fait qui est pour l'instant au sommet. On doit commencer par lui et voir comment est-ce
on amène tous les autres acteurs vers la cause autochtone. Donc le forum va se tenir à Sultani Hotel, donc le 20 octobre. C'est juste une journée de réflexion, une journée où les autochtones qui viendront des différentes provinces, et là nous ne parlons pas des simples autochtones, donc nous parlons des dignitaires des peuples autochtones, qu'on peut appeler communément les chefs coutumiers, qui viendront en fait des 10 provinces, hormis Bakongo, parce que là il n'y a pas de pygmées. Ouais. Et ils seront là avec nous le 20 octobre, ainsi que tout le ministère concerné, qui seront représentés par les différents ministres. Il y aura les corps diplomatiques, ainsi que les acteurs de la société civile, pour réfléchir ensemble et voir quel est le message commun, quelles sont les recommandations qu'on peut déjà soumettre aux acteurs politiques qu'on a mobilisés, et que cela ne soit pas une lettre morte, comme on a parlé tantôt de Copenhague et Cancun. Mais nous voulons vraiment aller vers la matérialisation. C'est dans ce sens-là que Cordon a parlé, comment est-ce que l'autochtone peut se retrouver aujourd'hui au centre des actions des chefs de l'État. Nous parlons des 5 chantiers, on doit aussi parler du 6e chantier qui peut être les peuples autochtones. Monsieur le coordonnateur, comment on peut arriver au 6e chantier? C'est pas un développement durable ou c'est pas un développement vert comme on parle pour le moment? Oui, mais vous savez que l'action, que ce soit du chef de l'État ou du gouvernement, en direction des peuples autochtones, doit être une action à plusieurs facettes. Puisque les problèmes que rencontrent les peuples autochtones sont multidimensionnels et ça embrasse presque tous les aspects de la vie, quoi. Ce sont des gens qui ont besoin des écoles. Ce sont des gens qui ont besoin que la santé s'améliore, qui ont besoin que même leur culture soit revalorisée. Ce sont des gens qui doivent améliorer leur habitat. Alors, tu vois que tout ça, ça rentre dans ce que nous appelons les 5 chantiers de la République, mais en les focalisant sur un groupe qui est vraiment marginalisé et qui est en retard de développement par rapport à tous les autres groupes. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut que ces groupes-là soient au centre. Du 6e chantier. Oui, enfin, en plus des 5 chantiers, maintenant qu'il y ait un 6e qui est, disons, le condensé de tout ça, puisque l'éducation est dedans, la santé est dedans, l'habitat est dedans, tout cela est dedans. Fidèles téléspectateurs, nous parlons sur la forêt et les changements climatiques au niveau de la République démocratique. Nous allons suivre les discours du ministre de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme sur l'implication des questions de la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation à RDC. Alors, les 2 processus, je disais, il y a le processus de réforme, mais il y a aussi le processus RED. Quelle est la vision de la société civile? Nous pensons que c'est une opportunité où le processus RED constitue des opportunités financières énormes et très intéressantes pour le développement du pays. Et pour nous, ça constitue aussi une alternative fiable à l'exploitation industrielle et artisanale du bois, légal ou illégal, mais qui fait de si grands ravages aujourd'hui sur les écosystèmes forestiers du pays et sur la biodiversité, ainsi que sur la vie des communautés. C'est ainsi que les réseaux et les associations de la société civile, pour participer, pour mieux contribuer au processus RED+, se sont organisés en un groupe de travail qu'on appelle Groupe de travail climat RED, GTCR, avec plusieurs commissions thématiques. Et c'est à travers cela, à travers cette structure, que la société civile participe au processus RED. Et cette participation inclut, entre autres, des planifications avec la coordination nationale RED, qui est l'émanation une structure du gouvernement. Et là, nous saluons donc cette concertation, ce dialogue qui s'installe si heureusement entre la société civile et le gouvernement. Donc, c'est quelque chose à saluer.
La société civile participe à travers ces groupes de travail à des consultations sur la RED+, à travers plusieurs provinces dans le pays. Elle a produit, donc la société civile, plusieurs outils appropriés pour la consultation, la sensibilisation. Et elle a participé et continue à participer de façon active à la préparation de la stratégie nationale RED+, au pays, notamment dans le cadre de l'élaboration et la validation du RPP. Donc la société civile a beaucoup contribué. Et elle participe même jusqu'aujourd'hui à des commissions au niveau du processus national RED. Donc ce qui montre qu'elle participe réellement à la préparation de la stratégie nationale. Il y a même des projets pilotes qui sont en train d'être implémentés par la société civile, donc des projets pilotes géographiquement intégrés dans le cadre de RED+. Et la société civile est en train de conduire et de participer à des études aujourd'hui sur les moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts en République démocratique du Congo. Et à tout cela aussi, il y a cette participation de la société civile aux négociations internationales avec les délégations de notre pays sur les changements climatiques et sur la RED. Donc bref, la société civile est présente, elle est active, elle est partenaire dans ce processus. Et comment la société civile se prépare et vous qui représentez la société civile sur les négociations internationales, comment vous vous préparez pour cette conférence? Alors, nous voudrions que cette conférence de Durban, qui va être la 17e conférence des partis et qui se tient en Afrique, donc c'est une conférence de l'Afrique, nous aurions voulu que la question liée aux forêts, donc la RED et ainsi de suite, soit une question qui prenne, disons, la place qui lui revient. Puisque tu sais que comme ça a été à Copenhague, ça l'a été aussi à Cancun, donc il y a eu plein de promesses, mais il y a aussi des tergiversations, des gens qui doivent débourser les fonds pour protéger les forêts. Nous pensons que cette fois-ci en Afrique, les Africains vont se mobiliser ensemble comme un seul homme, les pays africains, pour peser de tout leur poids pour que cette question, une fois pour toutes, liée à la forêt, soit réglée. Et c'est à cela que nous, au niveau de la société civile de la RDC, nous nous préparons à faire un lobbying, un plaidoyer fort pour que cette question-là soit abordée avec le plus de sérieux possible. Fidèles téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission Caribou Environnement. Restez branchés sur les antennes de la télévision nationale congolaise.